Est-ce que le périnée est dissociable du sexe? Si tu as un périnée qui est bien vascularisé, que tu contrôles bien, qui se contracte et qui se relâche correctement, tu peux effectivement être plus à même de ressentir des sensations lors de l'acte sexuel. Est-ce qu'il est conseillé de faire du sport pendant la grossesse? Alors oui, on conseille aujourd'hui 150 minutes d'activité physique par semaine et 2 fois 1 heure de renforcement musculaire pour la femme enceinte. La curiosité est plus importante que la connaissance, et cela vaut également pour le sport. Pour atteindre vos objectifs, il est nécessaire d'écouter ceux qui sont passés par là pour aller plus vite. Ici Thomas, bienvenue dans le Rengo Podcast. Au programme, des interviews, des rencontres, des débats autour du crossfit, de la santé physique et mentale, de la performance et plein d'autres choses. Alors accrochez-vous. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans le Rengo Podcast. Ce podcast a la destination de pouvoir parler de CrossFit, mais également de santé générale de manière holistique. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième interview. Et évidemment, il n'était pas question de pouvoir faire une interview CrossFit Rengo sans inviter la Valduche. Comment vas-tu, Valduche? Salut, ça va et toi Thomas? Ça va très bien. Merci d'être venu, d'avoir pris de ton temps. Toujours un plaisir. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, forcément, mais il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas non plus. Et j'espère que beaucoup de gens te découvriront grâce à ce format et ce podcast. Généralement, avec les interviews, comme j'ai fait avec Guillaume avant, comme je le ferai pour les prochaines, je demande toujours de se présenter et de pouvoir revenir à... Imaginons que tu as 17 ans et le futur que sera ta carrière. Donc, si tu peux te présenter et puis nous expliquer... Qu'avait comme projet la Valduche de 17 ans. Ok. Du coup, moi, c'est Valérie Duchâteau. Je suis belge, comme toi d'ailleurs, je pense. Hein. Tout à fait. Belge également. Fallait pas le dire. Pas très nombreux, mais il y en a quand même. Je suis kiné, j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve. J'ai 3 enfants, je travaille dans mon cabinet. Je travaille aussi comme coach. Voilà. Et puis, j'ai fait plein de formations. J'ai eu un parcours professionnel assez sympa, j'ai fait pas mal de choses différentes, c'est assez long à expliquer. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur mes 17 ans? En fait, moi, j'étais 1 an à l'avance à l'école. Donc, quand j'ai eu 17 ans, en fait, j'étais à l'UNIF. Donc, C'était déjà un grand changement, surtout que du coup, je partais à la semaine. J'ai tout de suite aimé les études que j'ai faites. Vraiment, la kiné, c'était vraiment un truc que j'ai adoré. Puis l'université, j'adore l'esprit scientifique, essayer de faire des recherches, d'avoir un esprit critique. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris là-bas. Voilà, je ne me sentais pas capable de travailler directement après mes études. Voilà, un peu le côté imposteur, hein, comme beaucoup quand tu viens d'avoir ton diplôme. Et donc, j'ai voyagé, je suis partie en Afrique, j'ai fait beaucoup de neuro, dans le sud de la France également. Et puis après, en fonction de ma vie, en fait, une fois que les grossesses, etc., je me suis axée vraiment sur tout ce qui était périnéal. Le sport, parce que j'ai toujours fait du sport, même si j'ai jamais fait du sport à un haut niveau. Mais voilà, j'ai toujours aimé l'activité physique, j'ai toujours aimé le surpassement de soi. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un petit peu mon parcours sans aucun regret. Très bien. Là, on a été un peu vite sur pas mal de sujets, mais on va y venir un petit peu. L'idée, c'était de revenir à 17 ans parce que tout le monde n'est pas à l'avance. Donc, on va revenir peut-être à 16 ans. Quand tu as fait tes études en Belgique aussi en secondaire. Donc, pour replacer pour nos amis français qui nous écoutent, et j'espère que ce sera la plupart, je pense. Nous, la dernière année en secondaire, en école secondaire, pour vous, ça correspond au lycée. On appelle ça l'année de rhétorique, puisqu'on est censé savoir parler, avoir une rhétorique pour l'histoire. Est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que tu allais devenir kiné? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de pouvoir développer cet intérêt pour la kinésithérapie et l'aide à la personne, en fait, de manière générale? Oui. Clairement, je savais que c'était ça que je voulais faire. Je l'ai su, à mon avis, vers 14-15 ans. Et vraiment, c'était le fait de pouvoir, comme tu dis, aider les autres
Et l'aspect vraiment physique, le côté moteur m'intéressait beaucoup. Et puis aussi le fait que tu pouvais faire plein de choses dans la kiné, parce que la kiné, c'est pas juste rééduquer une personne âgée ou une tendinopathie. Il y a vraiment plein d'axes différents dans la kinésithérapie. Et donc, j'avais même, à la fin de mes études, on m'avait proposé de faire un doctorat et j'hésitais même à faire ça tellement j'aimais bien étudier et apprendre aussi. Ok, très bien. T'as fait, pour venir dans tes études, tu as fait ce qu'on appelle en France une licence, donc un bachelier général en kiné. J'ai fait les 2 candis et puis après la licence. C'est ça, donc les candis, c'était 2 ans. C'est comme un master aujourd'hui, en fait. C'est ça, donc, et tu avais une spécialité en tant que telle à ce moment-là? Moi, je m'étais spécialisée dans ce qui était le sport chez les personnes handicapées. Ouais. Très bien. Et tu as fait ton mémoire là-dessus, du coup, aussi? Non, pas du tout. J'ai fait mon mémoire sur la nutrition et les sports d'endurance. Voilà, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de courses à pied et je m'intéressais énormément à la nutrition parce que moi-même, je pense qu'à l'époque, j'étais un peu trop restrictive. Donc j'ai eu une période, c'est aussi d'ailleurs pour laquelle je m'intéressais énormément aux femmes et au sport, mais j'ai eu une période d'anorexie, de la triade de la sportive. Donc je me suis vraiment intéressée à ça avec un de mes professeurs qui m'a impliquée là-dedans justement et qui, en fait, ça m'a auto-traitée. Très bien. Tu nous as parlé de l'Afrique, donc c'est bon, évidemment, on se connaît, on en a déjà parlé en off, mais oui. Pour les personnes qui nous écoutent, donc tu as été diplômée donc 5 ans plus tard. C'est à ce moment-là que tu pars en Afrique. Qu'est-ce qui t'a mue qu'est-ce qui a fait que tu pars en Afrique dans quel pays pour faire quel genre d'intervention là-bas Ouais. Je suis partie d'abord au Bénin, c'était dans le cadre de l'école. Il fallait remplir certaines cases, voilà, fallait avoir des bons résultats et fallait remplir un dossier motivant. Et donc, je suis partie avec 2 autres collègues. On avait monté un dossier, on est parti au Bénin, à Cotonou, et on a travaillé dans un centre de rééducation spécialisé en neurologie. Voilà. Très bien. Et par la suite, j'ai eu un projet avec, à l'époque, le recteur de l'université, le professeur Sturbois, qui m'avait proposé de partir également, mais en Côte d'Ivoire. Bon, ça ne s'est pas fait parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie dont je te parlais tout à l'heure. Fameux. Donc voilà. Le parfait. Exact. Super. Tu es revenu en Europe il y a, on va dire, pour situer un peu dans la chronologie, combien d'années après? Je pense que j'ai été diplômée en 2001 et je suis revenue en 2004 à peu près. 2004. Donc tu avais début de la trentaine. Ouais. Pour ceux qui conduisent, vous devinez son âge. Faut pas le dire. Valérie est un prank. En fait, elle a 67 ans. Le dinosaure. Mais le crossfit rajeunit apparemment. Exactement. Et à ce moment-là, est-ce que tu reviens à faire de la neuro ou tu commences une autre spécialité? Au démarrage, j'ai fait de la neuro à Nice. J'ai travaillé dans un cabinet à Nice et il était spécialisé en neuro. Donc, j'ai fait pas mal de neuro. J'avais appris beaucoup en Afrique, vraiment. Donc, voilà, je suis partie essentiellement là-dessus. Et puis après, j'ai travaillé dans un cabinet ici dans le nord de la France, à Bruay-sur-l'Escaut. Ah bon, oui. Un cabinet où il y avait énormément d'assistants. Donc, c'était, ça brassait beaucoup de patients. J'ai pas du tout aimé la façon dont ils travaillaient, mais j'ai travaillé pour eux pendant quelques années, oui. Et là, on faisait de tout. Donc, on faisait beaucoup de kiné respiratoire, on faisait énormément de domicile chez les personnes âgées, etc. Donc, j'ai appris également, mais c'était vraiment du tout venant. Et aujourd'hui, tu es à ton compte, ça fait combien de temps? Depuis 2013. Depuis 2013, ça fait déjà 11 ans. Ouais. Ça fait 11 Ça ans. passe. C'est aucun regret, j'imagine? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, et tu es basé à Écopon? Écopon, ouais. Et tu as toujours été basé à Écopon? Ouais, toujours. Très bien. Ça nous permet une transition par rapport aux spécialités que tu es connue pour l'instant pour les réseaux, mais tu ne fais pas que ça, évidemment. À quel moment, je le sais parce qu'on en a déjà parlé, mais 2013, c'est plus ou moins à ce moment-là que tu découvres le CrossFit. 2013-2014. Exact. Tu peux nous expliquer un peu tes débuts dans le CrossFit, Oui. ton parcours, comment tu l'as découvert? Parce que pour les gens qui ne savent pas, le CrossFit en 2013-2014, c'est aux réminiscences. On est vraiment au tout début. Surtout en Belgique. Il y a eu plusieurs vagues en considérant le CrossFit. Il y a eu la première vague quand Froning s'est déclaré vers 2011, une deuxième en 2014 qui a créé beaucoup de salles en Europe.
une troisième en 2017, et puis après, il y a eu Covid et toute la période qu'on connaît maintenant. Mais 2014, ouais, c'est vraiment la deuxième vague, on va dire ça. D'après mon analyse, hein, voilà, tout personnel. Comment s'est passé tes débuts? Comment ça s'est passé? En fait, je suis de nature curieuse, hein, tu as dû l'apercevoir. Un petit peu. Donc, effectivement, moi, les sports, j'aime bien tout essayer. Et j'avais entendu parler d'une salle de CrossFit à Mons, en Belgique. On les embrasse. Voilà, tout à fait, CrossFit Mons, on vous aime. Et je pense que d'ailleurs, c'était la seule dans la région à l'époque. Ouais, tout à fait. Et donc, je me suis dit, je vais tester le CrossFit là-bas. J'ai commencé par prendre un abonnement 2 séances par semaine, en sachant que je faisais aussi à l'époque du karaté encore et de la course à pied. Et donc, moi, à ce moment-là, j'avais quand même fait ma formation en rééducation périnéale. D'accord, donc, j'étais formée pour recevoir au cabinet des personnes qui avaient accouché, des personnes qui avaient des problèmes de fuite urinaire, et même les hommes d'ailleurs. Donc, j'étais déjà formée à ce moment-là et la dernière formation qui existait de l'époque. Et puis, je venais d'accoucher de mon 3e enfant. D'accord, donc 2013, c'était l'année de mon petit dernier. Et donc, je suis allée au CrossFit. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Les coachs étaient sympas, etc. Sauf que il est arrivé le moment où il a fallu faire des sauts à la corde et où, en fait, j'ai eu des fuites urinaires. Voilà. Ce qui, en fait, est assez fréquent, finalement, bien plus qu'on peut l'imaginer. Tout à fait. Voilà. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. On m'en avait pas parlé forcément avant. Et en plus, moi-même, dans ma formation, on m'en avait pas parlé non plus de ce côté sportif, peut-être pseudo-danger, etc. Enfin, on m'avait rien expliqué. De toute façon, il n'y avait pas d'explication à l'époque. Et donc, voilà, j'ai eu des fuites urinaires et j'ai pensé bien faire d'en parler au coach. Sauf que le coach, il m'a dit, en gros, moi, je sais pas ce qu'il faut faire et en même temps, t'es kiné, donc voilà. Et je pense que déjà, le fait de moi d'avoir été le voir, c'était déjà quelque chose d'important parce que je pense que lui n'avait jamais eu cette réflexion-là. J'ai vraiment senti chez lui qu'il était surpris, en fait. Et donc, je me suis dit, en fait, les autres filles ont sûrement des soucis parce que ça, je me doutais bien qu'il y en avait d'autres, mais certainement qu'elles n'en parlaient pas. Et lui n'a pas su quoi me dire, et donc il a proposé comme adaptation d'aller sur le vélo. Bon, j'y suis allée, sauf que je me suis vite ennuyée. Moi, je ne voulais pas rester sur le vélo. Et donc, j'ai essayé de trouver des petites solutions toute seule de mon côté. Mais je sentais bien que c'était pas... comme tu dis, c'était un peu le début du CrossFit. On ne parlait pas tant d'adaptation aussi autour des mouvements. Donc, c'était très... c'est la corde à sauter ou le vélo. Donc, moi, je ne me suis pas sentie à l'aise. Et du coup, j'ai arrêté au bout d'un moment. Parce que mes fuites ne s'arrangeaient pas. Que j'avais fait de la rééducation par moi-même, mais que j'avais l'impression que en tout cas, moi, personnellement, je ne me sentais pas bien et donc j'ai préféré arrêter. Très bien. On va faire un aparté. Vas-y. Apparemment, c'était un aparté. Évidemment, ce que Valérie raconte ici, c'est une situation qui s'est passée il y a maintenant 11 ans. L'aparté est vraiment évidemment pour remettre en contexte par rapport à ça et aussi par rapport à CrossFit Mons. Bien sûr. Parce que depuis, les choses ont évolué, on les connaît bien. De vue, mais et surtout on connaît la réputation qu'ils ont. Les choses ont changé, la réputation a changé, donc évidemment à l'époque le coach n'était pas au courant de cette situation-là. Mais comme l'a dit Valérie, c'était des choses même dans le métier de kiné et dans les formations n'étaient pas mises en avant. C'est ça surtout. Et donc, je pense que à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, entre nous, je crois vraiment que les coachs surtout masculins en plus, ne sont pas forcément, et c'est normal parce qu'ils ne connaissent pas ce problème-là personnellement, donc pour la plupart, ils n'imaginent pas que c'est forcément possible que ça arrive. Tout à fait. Et il a été très très sympa, il n'y a pas eu aucun, il s'est pas foutu de moi, il n'y a eu aucun souci par rapport à ça, mais il est clair que comme moi je ne trouvais pas de solution et que j'avais plutôt l'impression que ça allait peut-être s'aggraver, j'ai préféré arrêter de moi-même. Et je ne leur ai pas dit pourquoi j'avais arrêté, donc voilà. Très bien. Là, ça me permet de faire une transition. On en avait déjà parlé en off il y a déjà quelques mois déjà maintenant, mais les gens de manière générale pensent que la science a toutes les connaissances
Et on ne se rend pas forcément toujours compte, même nous, hein, en tant que professionnels de la santé, ou en tout cas en l'essayant de l'être, et de manière générale, même les scientifiques de base, la science et la connaissance s'agrandit de jour en jour et se met à jour de jour en jour. Et je sais que ça t'est déjà arrivé, puisque ça a été commenté sur une des vidéos qu'on a faites. Comment cela se fait-il qu'une professionnelle kinésithérapeute qui ait suivi une formation par rapport à ça ne sache pas comment s'adapter par rapport à cette situation? Oui, exactement. En fait, comme tu dis déjà, au niveau de la science humaine, c'est très compliqué. Ça évolue tous les jours. Et principalement, je vais te dire, le côté féminin, c'est quelque chose quand même qui a été relativement mis de côté. En tout cas, les problèmes essentiellement féminins ont été mis de côté pendant plusieurs siècles. Au niveau de la science, même les études en général sont faites, on prend comme échantillon, on prend bien souvent des hommes, parce que les femmes, il y a les cycles menstruels, et donc ça rend les choses compliquées, donc on fait beaucoup d'études sur les hommes, et c'est vrai que les femmes sont souvent mises de côté. Il y avait de la rééducation périnéale, c'était aussi le début, quand moi j'ai fait ma formation, malgré tout, c'était encore le début de la rééducation périnéale, et en fait, on restait autour de la femme enceinte ou de la femme qui avait accouché, en tout cas. Cas particulier. Voilà, vraiment. C'était de la rééducation isolée, musculaire, du muscle du plancher pelvien. Et au niveau des adaptations pour la reprise sportive, et encore moins le crossfit, parce que le crossfit était vraiment très, très nouveau, en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'études qui avaient été faites. Donc, en vrai, même si j'avais fait ma formation, moi-même, j'ai dû découvrir des techniques d'adaptation personnelle pour pouvoir faire des sauts à la corde sans par la suite me faire pipi dessus, quoi. Très bien. Très, très bien. Ça nous permet de faire la transition vers une de tes spécialités, parce qu'évidemment, on ne peut pas résumer en quelques mots toute une carrière de kiné. Pas fini. Hein. Pas fini, même si, à 67 ans, il serait temps, mais je vais me venger. Pour revenir à la base, vraiment, on va imaginer qu'on parle à un enfant de 5 ans et qui on veut lui expliquer, c'est évidemment pas à cet âge-là qu'on explique ça, mais imaginons à quelqu'un qui en est au tout début et qui ne connaît rien du tout au périnée. Oui. Comment et pourquoi a-t-on des fuites urinaires et en quoi c'est lié au périnée? Ok. Alors, à un enfant de 5 ans, ça va peut-être être difficile. Ça va être un peu précoce, ça. mais je pense que t'as pas choisi le bon. On va dire un ado de 17 ans. Ok. Bon, alors, il faut savoir qu'un périnée, déjà, que tu sois un homme ou une femme, on en a un. Ok. On va parler plutôt de plancher pelvien. Ça explique déjà un petit peu le rôle de cette partie anatomique. Donc, en fait, le plancher pelvien, c'est pas seulement un ensemble de muscles, c'est vraiment un ensemble de tissus mous. Okay, donc, il n'y a pas que de la masse musculaire. Il y a aussi une masse un peu plus élastique, okay, comme des aponevroses. D'accord. Donc, ce n'est pas juste un muscle hyper costaud comme tu pourrais contracter ton quad. Okay. Il y a quand même une partie qui est un tissu conjonctif qu'on ne peut pas contracter. Okay. Et donc, il essaye, comme son rôle à lui, c'est de retenir les organes qu'on a dans le petit bassin. Est-ce que tu connais tes organes que tu as dans le petit bassin, Thomas? Je vais faire défaut parce que je suis censé les avoir vus quand on a fait le séminaire. Mais... exact. Mais spontanément. Dans le petit bassin, non, je dois t'avouer que... alors, logiquement, bien sûr, tu as la vessie. Tout à fait. Okay, donc le plancher pelvien, il va soutenir la vessie, il va soutenir chez la femme l'utérus, okay, et également tout ce qui va être intestinal et rectum. D'accord ? Il a aussi un rôle de continence, ça veut dire de fermeture, qui va t'empêcher d'avoir justement des fuites rectales, des fuites anales, des fuites au niveau urinaire. Et il a aussi, chez les femmes, malgré tout, il arrive à resserrer un petit peu le vagin. Et puis, il a aussi un rôle sexuel. Donc, quand je parle de rôle sexuel, c'est un rôle également lors du plaisir de l'acte sexuel. Très bien. Et c'est là, en fait, où on voit déjà directement la complexité par rapport aux personnes qui te demandent comment ça se fait qu'on ne sait pas tout ça et que toi, en tant que kiné, tu puisses ne pas le savoir par rapport aux fuites urinaires. On voit déjà directement la complexité.
c'est que c'est plus juste un petit muscle qu'on appelle le périnée, mais en fait, c'est vraiment tout un ensemble de muscles qui travaillent ensemble. Et la complexité s'intensifie forcément. Ouais, c'est surtout très tabou. Je pense que c'est pas vraiment complexe. Je pense que c'est surtout tabou et que c'est quelque chose qui est vite passé au niveau même scolaire, je vais dire. Voilà. Ok. C'est dommage, ça devrait changer. Ça éviterait beaucoup de soucis. Et on peut considérer que les fuites urinaires sont liées à un des rôles du périnée. Oui. Alors, les fuites urinaires, c'est pas que le périnée, et c'est là où effectivement peut-être ça se complique. Enfin, ça se complique un petit peu, même si j'aimerais bien rendre ça très très simple. Et c'est aussi ça qu'on ne connaissait pas quand moi j'ai fait ma formation justement en rééducation périnéale. Donc pour revenir à cette période-là, quand moi j'ai fait ma formation, on m'avait expliqué que si tu avais un muscle solide, tu n'aurais plus de fuite urinaire en gros. Bien sûr, ça dépendait un peu d'une femme à l'autre, mais globalement, c'était ça. Or, en fait, on se rend compte que c'est aussi lié à la façon dont tu vas gérer la pression intra-abdominale lors de tes efforts. Okay. Donc, la pression intra-abdominale, c'est la pression que tu as à l'intérieur de ta cavité abdominale, donc de ton ventre, entre ton muscle du diaphragme, ton plancher pelvien en dessous, et puis toute la partie musculaire devant et la colonne vertébrale derrière. Donc, c'est un peu comme un tonneau, okay. Donc il faut pouvoir maintenir une pression intra-abdominale. Et effectivement, s'il y a un petit couac à un endroit, ça fonctionne moins bien. Et c'est à ce moment-là que tu pourrais, par exemple, avoir des fuites urinaires. Et également, c'est pas fini, il y a une troisième chose qui peut aussi entraîner des incontinences urinaires, c'est si tu n'arrives pas à engager au bon moment, mais c'est censé se faire spontanément, d'accord ? Donc on n'est pas censé y penser. Mais il y a un timing au niveau de la contraction du muscle transverse. Donc ça, c'est le muscle qui te permet de rentrer ton ventre avant les impacts et même qui se contracte à chaque moment où tu vas contracter le périnée sur chaque expiration. Et s'il y a une perturbation, tu peux également avoir des fuites urinaires. Donc effectivement, c'est plus complexe que simplement renforcer son périnée. Mais par contre, si tu es actif et que tu fais du sport, en général, justement, ça te permet d'avoir moins de problèmes. Donc ça, c'est quand même vachement chouette, parce qu'avant, on disait que justement, c'était l'inverse. C'était le fait de faire du sport qui allait provoquer des fuites urinaires. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on dit du tout. Je dirais plutôt que si tu fais une activité physique et que tu as des fuites urinaires, ça va peut-être révéler chez toi une forme d'incompétence ou de problématique, peut-être au niveau de ta pression intra-abdominale, mais en tout cas, ça ne va pas produire des fuites urinaires. Je ne sais pas si tu vois la nuance entre les deux. Bien sûr, tout à fait. Voilà. C'est l'inverse. C'est comme les gens, on va faire un aparté aussi, de toute façon, tu dois certainement les avoir. C'est pas forcément le sport qui va te faire mal au dos. Exact. T'as mal au dos peut-être parce que tu manques d'une Bien pratique sûr, parce sportive. que tu manques de tonus musculaire, que tu manques de gainage, etc. Et que du coup, au démarrage, quand tu fais du sport, parfois, les gens peuvent se découvrir des douleurs, mais en fait, c'est juste une question d'adaptation du corps. C'est exactement la même chose. On y reviendra tout à l'heure dans la partie réhabilitation. Comment on peut voir si son plancher pelvien, son périnée est solide, ou comment on peut tester sans forcément aller essayer de faire un deadlift à 200 kg et mettre en danger sa santé. Comment on peut faire pour voir un petit peu si tout ça est solide ou justement si ça a besoin de renforcement quelconque? Alors, voilà, on est dans de la science humaine, donc chaque personne est différente déjà, ça faut le savoir. Donc, même si tu fais un test d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Par contre, si on veut juste tester, par exemple, déjà si la patiente a la capacité d'engager son muscle périnéal, eh bien, il y a effectivement des petits exercices. Soit aller faire un test chez je dis toujours, c'est toujours mieux d'aller voir un professionnel de santé quand même. D'accord ? Donc, il y a les sages-femmes, il y a les gynécos, les médecins généralistes sont censés pouvoir le faire. Et il y a également, bien sûr, les kinés qui sont formés dans la rééducation périnéale. Mais pour tester un périnée, en général, c'est avec un toucher vaginal où on va demander à la patiente de contracter son vagin, donc d'essayer de contracter les muscles et d'essayer de faire tout remonter vers elle. Donc, il y a toutes sortes d'images. Il y a plein de kinés qui connaissent il y a plein d'idées pour essayer d'imager un petit peu ça, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à contrôler leur périnée, qui n'arrivent pas à contracter leur périnée parce qu'elles ne savent même pas où il est, déjà.
hein, ça, c'est quand même un gros souci. C'est un problème, je pense, de communication aussi. Mais du coup, voilà, c'est pas quelque chose... Comme c'est tabou et que c'est lié au sexe, c'est quelque chose dont on parle difficilement. Et il y a pas mal de femmes qui savent pas du tout se servir de leur périnée, qui savent pas le contracter. Donc déjà, est-ce que tu sais contracter ton périnée? Est-ce qu'on t'en a déjà parlé? Non, peut-être pas. Ok, imagine que tu voudrais te retenir de faire pipi très très fort, ou que tu veux que tu as un gaz et que tu veux te retenir de faire un paix, par exemple. Est-ce que tu sens les muscles qui travaillent, etc. Ça, tu peux très bien le faire sans forcément faire de toucher vaginal. Et puis, bien sûr, pour tout ce qui va être plus compliqué de savoir si la personne est apte d'aller vers le crossfit sans fuite urinaire, là, c'est plus compliqué que ça. Il faut mettre des exercices de façon progressive et puis à chaque fois demander à la fin de séance, savoir comment ça a été, qu'est-ce que tu as senti, est-ce que tu as senti une lourdeur, est-ce que tu as eu une fuite, voilà. Donc dans la pratique du CrossFit, c'est vraiment, on va appeler ça du test and learn, c'est-à-dire la personne pratique, elle teste un petit peu, elle voit, Exactement. etc. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas, et je pense qu'aussi, comme c'est un groupe musculaire qui est intra-abdominal, c'est pas aussi facile à contracter qu'un biceps qui est très visible aussi. Ouais, tout à fait. Puis comme je t'ai dit au démarrage, c'est un ensemble de tissus mous. Donc il y a aussi du tissu conjonctif qui n'est pas contractile. Et en plus, il y a ça c'est un peu plus complexe, mais dans les fibres musculaires, tu as des fibres de type 1, de type 2, tu en as qui sont plus pour l'explosivité, mais qui tiennent pas longtemps. C'est les fibres de type 2, c'est vraiment un résumé. Hein. Et les fibres de type 1, elles sont plus endurantes, etc. Eh bien, chez les femmes, ça diffère aussi. Donc, tu as des femmes qui vont avoir des fuites vraiment sur un moment précis, parce qu'elles ont, au niveau des fibres de type 2, elles ont du mal à contracter très fort. Et par contre, tu as des femmes qui vont plus avoir un souci en fin de course, par exemple, parce qu'elles ont couru et au bout d'un moment, en fait, elles n'arrivent plus à se retenir. Et puis, elles vont avoir des fuites à ce moment-là. Donc, chaque personne est différente et les antécédents de la personne également font beaucoup. C'est ça. Et j'ai envie de dire, il ne doit pas y avoir de malaise par rapport à ça. C'est tout à fait normal de reconnaître sa propre ignorance. Bien sûr. Je pense que même nous, en tant que professionnels, on doit totalement se remettre en cause. Toujours. Et ça va pour tout le monde. Je te propose un petit jeu. Vas-y, j'adore jouer. C'est quand même un petit peu sérieux quand même, mais on va essayer de... On en avait déjà parlé, on en a fait dans tes séminaires, on en parlera plus tard, les séminaires, et de tout le contenu que tu vas faire. Je te donne un mythe, ou en tout cas, je te pose une question, okay. Et tu essaies d'y répondre le plus... tu sais, ces fameux films avec Tom Hanks et Denzel Washington, explique-moi comme si j'avais 3 ans. D'accord, ok. Donc, tout à l'heure, c'était 5 ans, maintenant, c'est 3 ans. C'est ça rajeunit en fait au fur et à mesure. Bientôt, ça va être sorti de l'œuf. C'est ça. Ah, tu ponds. Ça sera en langage des signes. Vas-y, je suis prête. Première chose, les femmes ayant accouché sont touchées par le problème d'incontinence. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, pas forcément en tout cas. Pas forcément. Ah bah non, pas forcément. Tu as des femmes qui ont accouché qui n'ont pas d'incontinence urinaire du tout, et tant mieux. Et la plupart d'ailleurs. Mais tout dépendra aussi de l'activité qu'elles font. Peut-être qu'elles n'ont pas d'incontinence urinaire parce qu'elles ont une vie relativement sédentaire et que si elles se décidaient peut-être de courir ou de faire du rugby et que peut-être qu'elles découvriraient qu'elles ont des fuites urinaires. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas forcément toujours, en plus, lié à l'accouchement ou à la grossesse. Tout à fait. Deuxième fois. J'ai bon. Tu me dis si j'ai 0. Les hommes ont la chance de ne pas avoir de problème de fuite urinaire. Ah, ça, c'est pas vrai, par contre. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que d'abord, ils ont un périnée et qu'en plus, il y a des hommes qui ont des fuites urinaires. Et oui, tout n'est pas pour nous. C'est pour toi aussi, Thomas. Et oui, parce que en fait, ils ont un périnée. Bien sûr, ils n'ont pas de vagin. Tu es au courant de ça quand même? Ouais, j'espère. Ou alors, je suis pas au courant. Mais Ok. Donc, ils n'ont pas de vagin. C'est sûr qu'ils ont moins de risques d'avoir des problèmes de surpression au niveau du périnée et de fuite puisqu'ils n'ont pas ce trou. En fait, c'est surtout chez nous. C'est cette béance, en fait, ce trou qui fait que quand il y a une grande pression qui vient du dessus, et en fait, les organes ont tendance à glisser. Je fais beaucoup de gestes, on ne verra peut-être pas, mais ça glisse, tu vois, dans le vagin. Les hommes n'ont pas de vagin. Mais par contre, il peut y avoir des problèmes de pression et ils peuvent aussi avoir des genres de hernie inguinale, par exemple. Et les fuites urinaires, oui, il y en a chez les hommes, par exemple, qui ont eu une opération de la prostate. Ça arrive, l'opération de la prostate. Peut-être, voilà.
Et donc, ces personnes-là, malheureusement, suite à l'opération, n'ont plus le moyen de se contenir de façon naturelle, spontanée et inconsciente. Et donc, elles vont voir des personnes comme moi, spécialisées justement dans la rééducation périnéale des hommes, pour remuscler leur périnée, pour qu'ils arrivent à retenir leurs urines de façon consciente à ce moment-là. Ouais. Et je le pose parce que je connais un peu la réponse, mais il y a aussi dans un certain type de sport particulier qu'apparemment il y a beaucoup de fuites urinaires. Exact, tu parles du vélo. Tout à fait. Alors, c'est pas le vélo de papy ou peut-être ta sortie VTT une fois l'an avec les copains. Hein. On parle de cyclistes qui font énormément d'heures de vélo. Et là, c'est dû plus en fait à une compression de cette zone-là qui vient comprimer les nerfs et qui fait un peu une sensation d'endormissement au niveau local. Donc il y a plusieurs symptômes, hein, vraiment. Et c'est aussi un sujet assez tabou d'ailleurs chez les hommes. Ils n'en parlent pas tant que ça. Ils en parlent un petit peu. Ils en parlent un petit peu entre eux, mais souvent sous forme de boutade. Mais c'est vrai qu'ils ont des troubles urinaires pour certains. Donc soit le jet s'arrête, ou ils n'arrivent pas à uriner quand ils veulent, ou ils ont des fuites urinaires, uniquement liées à la compression de la selle sur le vélo. Le nerf pudendal. Tout à fait. Qui a changé de nom. Oui, mais tu vois que tu te rappelles. Ben oui, je t'écoute. Hein. Il est incroyable. On appelait ça le nerf honteux. Oui, comme c'est triste. Ouais. Comme c'est triste. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Non, c'est mieux pudendal. C'est pas beau, mais c'est... voilà. Pudendal. Pudendal. Ça fait très Moyen-Âge. Ouais. Le stop pipi est une excellente solution. Pas du tout. C'est bon pour rien, en fait, parce que tu n'as même pas dit une solution pour quelque chose. À la base, on utilisait ça à l'époque où moi, en plus, j'ai fait ma formation. Donc moi, on m'a appris ça. Donc j'ai au démarrage, induit ça. Heureusement, je lis quand même pas mal d'études et ça a été vite contredit. Mais effectivement, dans un premier temps, on disait aux femmes, vous avez des fuites urinaires. Pour renforcer votre périnée, quand vous allez aux toilettes, vous essayez d'arrêter votre jet d'urine, et puis vous relâchez, vous arrêtez, vous contractez, vous relâchez, vous arrêtez. Comme ça, vous renforcez votre muscle du périnée. Or, en fait, uriner, c'est un système qui est assez compliqué au niveau neurologique, et c'est quelque chose qui doit se faire spontanément et surtout sans contrôle. D'accord ? Donc, il ne faut surtout pas pousser, parce que ça, il y en a énormément, surtout les femmes. Les hommes, ils ont toujours le temps aux toilettes, mais les femmes, elles sont toujours pressées, donc elles vont tout le temps pousser pour faire pipi, enfin beaucoup en tout cas. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut vraiment laisser le jet et attendre vraiment les dernières gouttes que toute l'urine, tout le volume de l'urine soit évacué. Donc non, on ne fait pas de stop pipi. En plus, ça peut provoquer également des fuites urinaires. Et les femmes qui ont vraiment entraîné ça, elles se retrouvaient à aller aux toilettes et en fait, leur urine s'arrêtait spontanément. C'est ça. Donc ça, c'est quand même terrible. Tu veux faire pipi tranquille et en fait, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart, alors que tu ne l'as pas décidé. Donc non, le stop pipi, ce n'est pas une bonne idée. On peut juste l'utiliser de temps en temps pour certaines personnes qui ne savent absolument pas contracter leur périnée. On leur dit, essaye peut-être d'imaginer que tu es en train de faire pipi et que tu veux arrêter le jet. Admettons, comme test, mais certainement pas comme exercice. Et de nouveau, un aparté, je tiens vraiment à le souligner, et c'est pas pour ça que je suis un homme que je le dis, mais... quand on avait fait ce fameux premier séminaire, donc Valérie donne des séminaires sur ces sujets-là par rapport aux sportifs, et pas forcément toujours des sportifs du CrossFit, mais tout à fait. De tous les horizons. Mm-hmm. Il y a beaucoup de situations totalement différentes. Au premier séminaire, tout le monde s'est ouvert un peu par rapport aux situations. Et il y avait même des mecs, donc c'est vrai. Tous les coachs et même personnes intéressées. Oui, tout à fait, ça devrait, surtout les coachs. Sont invités à venir le faire. On avait d'ailleurs des amis de CrossFit Nasta qui sont venus, donc on les salue. Très sympa. Honnêtement, il y a tellement de situations et je vais dire, ça touche tellement tout le monde il y a une obligation à devoir se former et former à cette situation-là. Et des situations comme le stop pipi, il y en a eu beaucoup. La plupart qui avaient déjà un enfant, plusieurs enfants qui avaient une trentaine d'années. Et qui continuaient à l'exercer. À le faire, oui. On a même des situations où parfois... quelqu'un nous a même dit qu'elle devait faire couler l'évier pour pouvoir se dire de déclencher l'urine. Quoi. Donc, c'est quand même des situations qui ne devraient pas arriver. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que
moi, ça m'importe beaucoup et je trouve ça super ce que tu fais de proposer aux personnes, aux professionnels, etc., de pouvoir discuter de sujets comme ceux-ci parce que, en vrai, moi, je vois des personnes, mais je vois une personne à la fois. Et j'ai qu'une vie, tu vois. Déjà, elle est chargée. Tu sais à quel point elle est chargée. Donc, je vois qu'une personne à la fois et je trouve ça tellement dommage de ne pas pouvoir communiquer ces choses qui sont en fait tellement simples et aussi de pouvoir ouvrir le dialogue à plein de personnes en même temps. Et donc, les podcasts, voilà, c'est top pour ça. Moi, je voudrais pouvoir aider les gens, en fait, mais plus de monde, le maximum que je peux sur la vie que j'ai. Et donc, merci de nouveau à toi. Merci à toi d'être venu, en tout cas. C'est le but. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et on y reviendra plus tard, mais ça fait partie d'une première série de vidéos qu'on fera et ce sera certainement pas la dernière, surtout pas avec la Valduche. Poser des questions aussi. Faut pas avoir peur de poser des questions. Tout à fait, et ça peut notamment donner des idées. Petite dernière question par rapport au périnée, je pense. Tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs rôles. On ne le sait pas forcément. Bon, là, je le tourne pas vraiment en mythe, mais est-ce que le périnée est dissociable du sexe ou non? Alors, c'est une très bonne question. Thomas, c'est une très bonne question. Je vais la tourner autrement. On l'a bien vu que le rôle du périnée, il avait un rôle au niveau sexuel. Oui. D'ailleurs, c'était un moment un peu cocasse dans le séminaire, c'est qu'on a testé plusieurs, enfin on a vu plusieurs, enfin pas testé, mais je vais rectifier très vite. Je me rappelle pas. Je pense que tu t'es trompé de séminaire. C'était derrière le roll-up, c'était à l'arrière de. C'était à l'arrière. Quels sont les rôles du périnée par rapport du pédigré. Du périnée, pas du Par pédigré. rapport au sexe. Par rapport au plaisir sexuel Oui. et à la pratique, effectivement. Voilà. En fait, bien sûr que si tu vas chez la kiné pour rééduquer ton périnée, ça par contre, voilà, ça a peut-être été un mythe pour pas mal d'hommes. Peut-être ils pensaient que leur femme allait prendre du plaisir à rééduquer leur périnée au cabinet. Oui, tout à fait. C'est pas le cas. Hein. Clairement, non. C'est pas un moment qui est particulièrement excitant. On est plus focus sur des contractions, etc. Donc, il y a aucun orgasme quand on va faire de la rééducation périnéale. Ça m'a l'air compliqué, effectivement. Voilà. Par contre, il y a des femmes qui n'ont pas de plaisir sexuel durant l'acte et qui vont voir. Il y a aussi une formation d'ailleurs pour les kinés qui sont spécialisés justement dans tout ce qui est plaisir sexuel, où on rééduque également le périnée pour retrouver des sensations. Donc moi, je te dirais qu'effectivement, le périnée, en fait, il est indissociable du sexe et dans les deux sens. Parce que si tu as un périnée qui est bien vascularisé, que tu contrôles bien, qui se contracte et qui se relâche correctement, tu peux effectivement être plus à même de ressentir des sensations lors de l'acte sexuel. Il a quand même en fait un côté très... quand il se contracte et qu'il se relâche, il a un effet massant sur le clitoris. Okay, et quand même, ça c'est important, je t'en avais parlé, mais le clitoris, depuis pas longtemps, on sait qu'il est beaucoup plus grand qu'on l'imaginait. Tout à fait. Okay. Ça c'est fou qu'on sache ça que maintenant. Voilà, moi quand j'ai fait mes études en 2000, là, le clitoris c'était un petit bouton. Quand même, tu vois, c'était un petit truc. Et il me semble que, je ne sais plus si c'était le vagin ou le clitoris, on connaît son schéma que depuis très récemment. C'est exactement ça, parce qu'on peut pas montrer d'image, mais en tout cas, c'est pas très compliqué à trouver maintenant aujourd'hui. Mais en fait, le clitoris fait presque 10 cm, et donc il a le petit bout qu'on peut voir au niveau externe, mais il a une partie en interne, avec 2 petites cornes comme ça, qui est un peu plus profond, et c'est auparavant ce qu'on appelait un peu le point G. Donc ce côté un peu ah ouais, moi non, j'ai plus de plaisir au niveau du clitoris, moi non, c'est plus le point G. En fait, c'est la même partie, c'est le clitoris qui est en fait plus profond et donc et qui quand il y a une pénétration au niveau vaginal, il y a une stimulation au niveau des cornes de ce clitoris et donc ça donne également du plaisir. Donc ça c'est quand même vachement intéressant, je trouve, parce que de nouveau, on a quand même mis le corps de la femme un petit peu de côté. Oui. On va plus s'intéresser aux hommes impuissants et trouver des mécanismes pour ça que vraiment d'essayer de comprendre le plaisir de la femme. Il y a encore plein de pays dans lesquels la femme n'est pas autorisée à avoir du plaisir. Donc voilà, je trouve ça bien. Une femme qui a du plaisir sexuel, c'est top et c'est génial et ça fait partie de l'épanouissement de la femme aussi. Et donc connaître son propre corps,
aussi, c'est important, savoir à quoi ressemble son clitoris, comment on peut le stimuler, avoir un bon périnée, ça permet d'avoir une meilleure lubrification, une bonne contraction, et le périnée s'active durant l'orgasme. Et c'est intéressant pour les hommes pour exactement, pouvoir, à l'inverse, parce que quand si un homme contracte son périnée, en fait, il y a aussi un vrai mouvement qui se fait. Alors, c'est pas un super grand mouvement, quand même. Ça on en connaît des plus grands. Ouais. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a quand même les testicules qui remontent un petit peu, etc. Et donc, oui, une femme qui va contracter son périnée pendant l'acte sexuel, l'homme va le ressentir parce que ça va faire une compression sur le sexe de l'homme. Et en même temps, un homme qui va contracter son périnée, en fait, le sexe de l'homme va se remonter un petit peu. Et donc, ça fait aussi un mouvement à l'intérieur du vagin de la femme. Donc, on va créer un mouvement, le périnée power. Le pipi. On ouvre la page Instagram juste après. Abonnez-vous. On va sortir un peu des contextes et puis revenir à des choses un peu plus différentes. Tu l'as publié en plus ce matin dans ta story. Je l'ai vu, j'ai réagi. Est-ce qu'il est conseillé de faire du sport pendant la grossesse ? Ah, ça c'est un de mes grands chevals de bataille. Oui. Et on en parlera aussi du fameux mythe de la fausse couche si tu fais du sport pendant le premier trimestre. Ouais. Alors là, je pense qu'on pourrait faire un podcast, mais même 10 podcasts autour de ce sujet que j'adore. C'est un vrai combat. Alors oui, on peut... Donc c'était le sport ou la course à pied que tu m'as demandé là ? D'abord le sport. Ah, le sport. De façon générale, pendant la grossesse. La course à pied, on en reviendra juste après. Oui, tout à fait. Et je dirais même que c'est presque obligatoire pour la santé de la femme et la santé de l'enfant. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais il faudrait prescrire de l'activité physique aux femmes qui sont enceintes, en vrai. Vraiment. Donc il y a des études récentes, mais quand je dis que c'est des études récentes, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est des vraies études scientifiques qui ont été bien menées, et c'est pas moi qui les ai inventées. Okay, moi j'ai fait des formations et j'ai lu des livres et également énormément d'études, mais ces études-là sont vraiment prouvées. Donc moi ce que je dis, c'est des choses qui sont déjà dites depuis un moment aux États-Unis, au Canada, en Australie, où il y a des séminaires, etc., autour de la femme et autour du sport. Donc, voilà, c'est quand même important. J'aime beaucoup rigoler, mais c'est un vrai sujet et c'est pas n'importe quoi. Jamais je dirais à une femme de faire du sport si j'ai le moindre doute si c'est dangereux pour elle. Alors, évidemment qu'il y a des contre-indications médicales, d'accord ? Donc ça, les contre-indications médicales, c'est bien sûr, il faut aller voir votre gynécologue, votre médecin quand vous êtes enceinte. Il y a des vraies contre-indications qui sont assez spécifiques et qui sont quand même assez rares, mais voilà, il y en a. Ça peut être un col de l'utérus ouvert. Quand c'est des grossesses gémellaires ou même plus, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être tout ce qui est prééclampsie, diabète, etc. Bon, ça, c'est vraiment des choses médicales qui sont décelables assez rapidement lors de la grossesse. Par contre, pour le reste, en fait, il n'y a pas de contre-indication. Donc, ça veut dire que toutes les femmes, même qui n'ont jamais fait de sport, moi, je les encourage à faire de l'activité physique. Ça veut dire à bouger. Tout à fait. On conseille aujourd'hui 150 minutes d'activité physique par semaine et 2 fois 1 heure de renforcement musculaire pour la femme enceinte. Très bien. Donc, et puis, ça me permet de transitionner parce que on en est quand même, on est très fiers d'avoir des personnes qui sont avec des pathologies. On accompagne vraiment des personnes de tous les horizons et ça, c'est ce qui est magnifique. Et connaissant tous les coachs présents et futurs, tout le monde est passionné par justement l'adaptation que le CrossFit peut amener. On y viendra. Et ici, en interne, pour prendre l'exemple, il y a eu par le passé que Nagui a accompagné Charlotte. Il y a eu Mina. Puis après, il y a récemment ici, on l'embrasse, même si je sais que on aime bien se taquiner avec Aurore, mais elle a fait une séance de CrossFit 4 jours avant d'accoucher. Même si sa grossesse était un peu compliquée, on l'embrasse, elle est courageuse. Mais tout va bien maintenant. Et puis maintenant, on a fait un listing et récemment, on a appris qu'il y avait pas mal de personnes enceintes. Donc je pense qu'il y a 8 ou 9 adhérentes maintenant qui sont enceintes. C'est super. Et qui continuent et qui sont à des stades plus ou moins avancés. Je ne vais pas te dire leur prénom parce que je n'ai pas envie de... Il faut rester une certaine confidentialité, mais il y en a qui sont déjà encore il me semble, 6 mois le plus tard ou 7 mois. Et donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a aucun risque pour le bébé.
Non, que contraire. tout va bien et Contraire. que voilà. Après, évidemment, dans ton séminaire, c'est pour ça qu'on invite les gens à s'y rendre. Tu vas dans le détail de Bien sûr, que faire au premier trimestre, que faire au deuxième, oui, et au voilà, troisième. j'explique vraiment dans le détail les adaptations. C'est important. Et comme on discutait justement il y a quelques années, par rapport au périnée, on ne savait pas trop. Mais ça, de nouveau, maintenant, aujourd'hui, heureusement, et bon, ça, c'est venu d'ailleurs, mais tant mieux, la communication se fait bien, c'est venu d'autres pays, mais on sait maintenant quoi faire aujourd'hui. Et donc, il faut absolument se former. Je pense que les coachs doivent se former pour ça, pour pouvoir bien encadrer les adhérents. Mais il y a des solutions pour tout le monde, il y a des adaptations pour tout geste sportif. Et c'est ça qui rend vraiment le CrossFit génial, je trouve. Et c'est ce qui m'a plu dans le CrossFit, c'est que ça ressemble aussi à de la prévention de blessures, de la réhabilitation. C'est ce qu'on retrouve un peu dans les cabinets aux États-Unis. Et moi, je pense que c'est la clé de la santé, en vrai. Voilà. Et je pense que ça va être un aparté assez cocasse et un peu pour montrer un peu mes goûts filmographiques, mais je regarde pas que ça, mais c'est pour la blague. Je me souviens très bien d'un film qui est sorti dans les années 2010-2011 aux États-Unis. C'est très connu, hein, c'est avec Sarah Jessica Parker, je sais plus c'est à Manhattan, c'est un groupe de filles un groupe de copines qui ont des histoires à dos, voilà. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que les femmes enceintes pouvaient totalement courir, parce qu'à un moment donné, dans un des films, il y a une série de 3, et c'est une série aussi qui est très connue, j'espère que ça me reviendra, c'est à Manhattan. On voit justement la femme qui tombe enceinte et qui, une des filles qui commence, elle s'appelle Charlotte, je pense, qui commence à stresser un petit peu. Qui commence à faire des psychoses, elle commence à courir, elle est enceinte, elle peut plus courir, elle commence à stresser. Et puis en fait, à un moment donné, elle a une discussion et ça lui fait un déclic. Et on la voit qu'elle rentre dans le Central Park et qu'elle est avec elle est avec un bébé déjà et elle est enceinte et elle commence à courir justement et tout va bien. Tout à fait. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, en 2011, vous avez compté très vite quel âge j'ai, mais j'avais 11 ans. Je me suis dit, c'est étonnant. Oui. Mais ça m'est revenu là. Mais on trouvera le film peut-être. Justement, pour faire la transition, est-ce que course à pied. La course à pied est à proscrire quand on est enceinte? Alors, mais pas du tout. Surtout si tu courais déjà avant. Donc là, il y a... Et même, je vais dire, si tu courais pas. Voilà. Moi, j'ai rencontré Marion Rabalan à la clinique du coureur qui fait une super partie sur les femmes, le sport, la course à pied, le périnée, etc. Et elle a fait elle-même un doctorat et des études autour de ça. C'est une femme qui adore la course à pied. Et donc, elle s'est beaucoup intéressée aux femmes qui couraient et qui couraient enceintes. Et il y a des études qui ont été faites également très, très critiques, très bien montées, où on voit qu'il n'y a aucun effet néfaste pour le bébé, ni pour la maman qui court. Donc, bien sûr, c'est toujours à la sensation de la maman. Tu sais très bien, toi qui as eu plein d'adhérentes enceintes, il y en a une qui se sent plus ou moins bien. Enfin, voilà, t'en as, elles ont parfois plus vite mal au dos, t'en as, elles ont envie de vomir, etc. Mais l'activité physique, en tout cas, ne va provoquer aucun problème. Pas d'accouchement prématuré, comme ça a été dit, pas de bébé avec des poids insuffisants. Enfin, il y a eu énormément de choses en fait, qui ont été dites sans preuve, mais qui ont parcouru les cabinets des médecins, des gynécos, des obstétriciens. Et donc, ces gens-là ont communiqué ça en mode zéro risque, n'y allez pas, ne faites pas ça, au moins on est sûr que vous ne craignez rien. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. Donc, que c'est les mamans qui arrêtent le sport alors qu'elles en faisaient et qui deviennent sédentaires ou qui sont sédentaires et qui ne changent pas, en fait, elles ont plus de risques d'avoir des problèmes. Donc, de diabète, de poids de bébé plus gros, et même, je dirais, l'inverse, les femmes qui font du sport ont un périnée plus costaud, une reprise de l'activité physique, mais en fait, il n'y a même pas de reprise parce que peut-être les 3/4, elles n'ont peut-être même pas arrêté, donc elles y reviennent beaucoup plus facilement. Psychologiquement, on n'en parle plus. Enfin, le sport, c'est magnifique quand même. C'est quand même une des plus grandes motivations pour les femmes. Et puis, il y a également, en plus, pour le bébé, il y a des études qui ont montré qu'au niveau psychomoteur, les femmes qui font du sport, elles vont avoir... Donc, il y avait des tests qui avaient été faits chez leurs enfants à quelques mois, à 1 an, à je ne sais plus exactement, mais en gros, il y avait des tests psychomoteurs, cognitifs également, et les enfants étaient meilleurs quand la maman avait fait du sport. Donc, ça va au-delà
de juste je me sens mieux dans ma peau. C'est aussi un atout physique. Enfin, vous donnez les meilleures chances à votre bébé en fait pour leur avenir, pas seulement que physique, même l'apprentissage du langage. Ça a été prouvé aussi que ce sont des enfants qui vont parler plus tôt. Donc, enfin, je me dis, admettons, même si la maman ne veut pas faire trop de sport pour elle-même, parfois une femme est capable de plein de choses pour son enfant. Peut-être qu'elle va se mettre à faire un petit peu d'activité physique pour donner les meilleures chances à son enfant également, quoi. Donc en fait, c'est vraiment, parce que j'aime bien ces phrases punch un peu, et pensez à vous en tant que femme, de la grossesse jusqu'à la fin de votre vie, ça servira, c'est penser aussi à votre enfant. Oui, c'est ça. Donc en fait, faire du sport pendant ta grossesse, finalement, c'est un effort que tu vas faire, mais pour ton enfant et pour l'avenir de ton enfant également. Donc c'est quand même génial, je trouve, parce que ça donne, on veut parfois, on veut le meilleur. Quand on devient maman, on veut le meilleur pour son enfant. C'est hormonal, il y a un truc qui se passe. Et du coup, si tu peux déjà engendrer un petit côté, je vais lui donner quand même les meilleures chances dans sa vie, pourquoi pas? Donc oui, faire du sport, c'est important. Et la course à pied, parce qu'il faut y en parler aussi, c'est pas un sport à impact élevé, contrairement à ce qu'on pense. Donc c'est pas mauvais pour le périnée en fait, hein. C'est plus l'athlétisme, où il y a bien sûr une vitesse de course à pied, de saut. Il y a des sports à impact élevé, on n'en a pas parlé. Il y a des sports plus ou moins à risque, même si j'aime pas ce mot-là, pour le plancher pelvien. Mais la course à pied, le jogging tranquille, à son rythme, n'est vraiment pas un sport à impact élevé. C'est un sport à impact modéré, parce qu'en fait, tu n'as pas la même amplitude et la même vitesse de saut que si tu fais de l'athlétisme ou du rugby. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça non plus pour son plancher pelvien. Ça m'est revenu d'ailleurs, le film, c'est Sex and the City, pour ceux qui y reviennent. Juste. C'est du très grand art. C'est vraiment... C'était du haut level. Après, voilà, il faut toujours un peu varier sa filmographie, ça fait de la culture générale. Et regarde, ça me permet 12 ans plus tard, 13 ans plus tard, si j'avais su, qu'on en parle dans un podcast. Merci. La femme enceinte qui court. C'est ça, merci la vie de m'avoir donné cette chance. On va parler à un moment donné un petit peu aussi de la ceinture abdominale, de gym. Est-ce qu'il faut arrêter complètement la gym, les abdos et tout ce qui est mouvement un peu plus complexe quand on est enceinte? Non. Alors de nouveau, c'est un peu chiant dans le sens que ça va t'embêter ce que je vais dire, mais c'est un peu du cas par cas. D'accord? Donc ça dépend vraiment d'une... Et puis aussi à quel moment tu es dans ta grossesse. Mais même malgré ça, aujourd'hui, il n'est pas prouvé en tout cas que faire des exercices de gym, des abdos et des choses comme ça serait négatif pour l'enfant ou pour le plancher pelvien. Après, il y a toujours une façon de faire les choses et ça j'en parle dans le séminaire quand même, et ça c'est des choses aussi que les coachs doivent apprendre, mais il y a une façon de respirer, il y a une façon parfois d'engager son transverse sur certains exercices spécifiques, comme on pourrait parler des crunchs par exemple, des sit-ups, si on veut parler de crossfit ou des toast to bar, etc. Il faut aussi savoir qu'une femme enceinte, elle n'est pas stupide, quoi. Donc la femme enceinte, elle connaît son corps quand même s'il change au fur et à mesure, et elle s'auto-teste un petit peu tout le temps. Donc elle va se dire, parfois, elle va dire, tiens, ça, j'ai aucun souci. J'ai encore WOD ce matin avec une jeune fille super cool qui s'appelle Adeline, qui est enceinte, elle va accoucher normalement dans 8 semaines. Courage, et elle marche sur ses mains, pourtant elle a un beau ventre, et elle fait des toast to bar, bien sûr, leg raise, mais elle les fait quand même. Et je lui ai demandé, on était en team, et je lui ai dit, t'as pas mal au dos, ça tire pas sur ton ventre? Et elle m'a dit, non, je suis tranquille. Et pourtant, il y a quelques années, j'avais fait pareil du crossfit avec Manon Dutily, que tu connais. Tout à fait. Qui est à la base une bodybuildeuse pro, qui a une très belle carrière aujourd'hui. On l'embrasse. Exact, au Canada. Et elle, par contre, très tôt dans la grossesse, elle était gênée par les toast to bar et par certains mouvements de gym. Elle me disait, en fait, ça me tiraille, j'aime pas la sensation. Par contre, elle allait courir. Voilà. Adeline, aujourd'hui, elle me dit, ouais, moi, je préfère pas sauter, j'aime pas, ça me fait mal, j'aime pas trop, ça me tiraille. Donc, je vais faire de l'éco-bike. OK, voilà. Donc, je pense que chaque femme
est consciente aussi de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas. Et c'est au rôle du coach aussi à discuter un peu en amont et pas à dire forcément « mais non, tu fais pas cet abdo-là, fais plutôt cette planche-là, il y a moins de risques. » Mais en fait, risque à quoi ? Non, si la femme enceinte se sent de le faire et qu'elle le fait correctement, bien sûr, il n'y a pas de raison de l'en empêcher. Tout à fait. C'est notre rôle aussi d'être dans la discussion. Il y a du prescriptif et puis après, il y a la réalité des choses. Voilà. Et je pense que justement, de manière générale, quand la femme est enceinte, j'ai l'impression que c'est un peu le moment où il n'y a aucun autre moment dans sa vie où elle s'écoutera autant. C'est ça. Je pense que tu es tellement dans la sensation que parfois ça peut même devenir un peu trop dans la réflexion. Mais c'est intéressant et c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas forcément toujours ce moment où on se pose la question de comment on se sent. Oui, tout et je à pense fait. que si les gens avaient plus une approche réflexive par rapport à eux-mêmes, ça pourrait les aider. On va complètement changer d'horizon. On va parler de caca. Je suis prête. Allez, je n'étais pas prête. En vrai, bon, ok. Les gens qui vont nous écouter vont m'en parler de cet épisode-là. C'est parti, épisode caca. Exactement. Il y a une position idéale. On va parler de cette position-là. Pour faire caca, tu veux dire ? Tout à fait. Ok. Pour m'ouvrir un petit peu, comme beaucoup de gens, parce que malheureusement on est dans une société avec de l'alimentation qui est assez limitée, une éducation qui n'est pas folle par rapport à ça, et par rapport à un environnement stressant, tout ça peut faire qu'on a parfois des problèmes intestinaux, des troubles de intestinaux, digestion. gastro-intestinaux. Oui, tout à fait. J'en ai des quand même assez conséquents. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'être dans des situations où, dans des pays étrangers où il n'y a pas forcément le niveau d'hygiène comme il y a ici actuellement, de devoir aller à Celle dans des toilettes turques, par exemple. Et à ce moment-là, dans un objectif de test and learn, parce que je ne connaissais pas du tout, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une position qui n'était pas forcément la plus agréable possible, mais qui était plus facile. Si tu pouvais nous expliquer en quoi c'est une position qui est la plus idéale possible. Je peux te poser une question ? Vas-y. Tu souffres de constipation ou pas forcément ? C'est ça. C'est Ok. c'est un peu plus complexe que ça, mais ça doit être ça. Okay. Ouais. En fait, effectivement, la position, comme tu dis, les toilettes turques. Alors ce mot est nul parce que c'est pas du tout les Turcs qui ont inventé ça. En plus, c'est ça qui est moche. Comme beaucoup de noms et Oui, clichés. Quand même en Europe, enfin c'est nul. Bref, donc on va quand même dire ce mot-là parce que sinon les gens ne sauront pas, mais de quoi on parle. Donc oui, effectivement, les toilettes turques, c'est les toilettes où tu as un trou et tu as juste 2 empreintes pour mettre tes pieds et donc tu dois t'abaisser, te mettre en squat, en vrai, en flexion complète pour pouvoir aller à la selle. Et effectivement, c'est la meilleure des positions pour que les selles, donc que ton caca puisse s'évacuer le plus facilement possible. Donc il y a une vraie étude et une vraie théorie là-dessus, donc sur l'angulation au niveau de ton rectum, qui va faire que si tu es en squat profond, donc tes hanches sont très fléchies, tes selles vont pouvoir sortir beaucoup plus facilement. En fait, quand tu regardes, c'est loin d'être débile parce qu'en fait, à la base, on fait caca comme ça, normalement. Tout à fait. C'est c'est un Français en plus, c'est Louis, je ne sais plus lequel, ça devait être Louis XIV ou je ne sais plus trop. Oui, c'est lui qui a inventé ce trône de toilette que nous on connaît aujourd'hui parce qu'il voulait un peu se sentir supérieur et donc et puis aussi peut-être pour pas se salir, je ne sais pas trop, en tout cas par rapport à la population. Mais à la base, tout le monde fait caca en position de squat profond. Le problème à l'heure actuelle, et toi tu dois t'en rendre compte avec les adhérents qui arrivent, c'est qu'il y a très peu de gens qui savent se mettre en squat aujourd'hui. C'est bien dommage, mais tout à fait. c'est pourtant bien d'actualité. Moi, je le vois tous les jours au cabinet. Quand je fais un bilan pour un nouveau patient, il y a toujours un moment donné où on va tester la flexion cheville, hanche, etc. Et bien souvent, les gens sont incapables de pouvoir rester dans une position à 4 pattes pendant un certain temps et de façon équilibrée. Donc, l'idéal, ça serait que tout le monde fasse caca accroupi pour pouvoir aller aux toilettes plus facilement pour ne pas pousser. Parce que pousser, en fait, c'est pas bon. Tu peux avoir des hémorroïdes et puis c'est très, très, très mauvais pour le plancher pelvien, d'accord ? Bien plus que de faire des DU ou de faire des crunchs. Mais malheureusement, la plupart des gens n'arrivent pas à avoir cette position-là. Donc, il y a des choses qui ont été inventées. C'était moi, je trouve ça quand même pas mal. C'est
le releveur, hein, d'ailleurs, je pense que je l'ai laissé à Rengo. Tu dois le récupérer depuis, effectivement. J'ai laissé mon releveur de pied pour faire caca chez toi. Donc, en fait, c'est comme je te dirais, un petit tabouret sur lequel tu peux poser tes pieds quand tu vas aux toilettes. Et donc, tu as une flexion de hanche un peu plus importante qui te permet d'être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus à l'aise. Il faut le tester, vraiment. Je ne sais pas si tu l'as testé. Je ne l'ai pas testé, non. Ah ben mais bravo. Je connais. Ben tu dois l'utiliser, toi. Je vais te le laisser encore. Mais peut-être que j'ai une toilette turque à Rengo, on ne sait pas. Ah oui, peut-être qu'il y a des trous, c'est vrai, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des trous. Ouais. Exact. Faites attention quand vous faites un deadlift. Voilà. Mais donc, l'idéal, en fait, c'est ça pour les personnes qui ont des constipations, ou même pas forcément, en tout cas. Pour tout le monde, ça serait bien de pouvoir redresser un petit peu la hauteur de ses pieds et de pouvoir aller à la selle. Et surtout, ça, c'est un conseil, ne poussez pas. Et puis, prenez votre temps. Voilà. Donc, je sais qu'on est toujours pressé. Sans scroller sur le téléphone. Voilà, ça c'est... Mais bon, en tout cas, détendez-vous, respirez, tranquille, et puis prenez votre temps pour faire caca. Voilà. Ça va, la transition est bonne. Tout à fait. Et ce qui, moi, m'a toujours fasciné, c'est que les chaises, ce sur quoi on s'est attablé, assis, c'est une invention, j'ai envie de dire, les chaises, etc., de ce format-là et l'utilisation qu'on en a quand même très pré-industriel, industriel. Et ce qui me sidère, c'est qu'on va considérer qu'on va appeler des gens qui savent se mettre en squat et rester en squat profond pendant des heures et manger autour d'un feu comme primitifs. Tout à fait. Alors que nous, on n'est même pas capable, soi-disant, dans des pays développés, on n'est même pas capable de faire un squat complet. Donc, ça m'a toujours sidéré cette arrogance de l'Occident par rapport à ça. On va parler un peu de deux sujets différents, du prolapsus et du diastasis. Parlons un peu de prolapsus. Ici, j'avais noté cystocèle, hystérocèle et rectocèle. Les gens sont un peu déjà... C'est quoi ça? Parlons un peu du prolapsus, justement. Alors, le prolapsus, c'est une descente d'organes. Okay, donc, on est toujours dans cette même zone du petit bassin. Tu peux avoir différents types de descente d'organes. Tu peux avoir... donc là, on va parler des femmes, hein, parce que la descente d'organes se fait par le vagin. Okay, donc, c'est l'utérus qui va, par exemple, sortir en partie par le vagin. Donc ça serait un prolapsus de l'utérus utéral. Tu peux avoir donc une cystocèle, comme tu as dit, ça serait la vessie qui viendrait se tomber un petit peu au niveau vaginal. Ou alors, ça peut être la rectocèle. Et là, c'est une partie de l'intestin, une partie du rectum qui vient faire une petite boule et qui vient également... il y a de la pression, elle cherche une petite fuite, elle cherche un trou et hop, elle vient s'envaginer dans le vagin. Alors, c'est souvent très effrayant pour les gens quand on parle de ça. C'est « Oh là, j'ai un organe qui sort du corps, mon Dieu, quelle horreur !» Mais en vrai, c'est pas dangereux. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire passer auprès des femmes, parce que parfois, il y a des femmes, elles sentent ça, elles ont une boule qui sort au niveau du vagin et... Alors évidemment, il existe des tumeurs dans très 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 peu de cas, hein, mais globalement, souvent, ce sont simplement, je vais dire, un prolapsus. Il faut dédramatiser quand même ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller en parler. Et puis, c'est pas parce que tu as ça que d'office, tu as des fuites urinaires. Par exemple, tu as plein de femmes qui ont une descente d'organes, mais qui n'ont pas de fuite urinaire, qui n'ont pas de fuite anale également. Et puis, tu as des personnes qui ont plusieurs prolapsus. Donc, tu peux avoir un prolapsus vésical et en même temps un prolapsus anal. Alors, au niveau solution, ça peut s'opérer dans certains cas. Mais il y a des cas où, avec de la rééducation, sauf si c'est complètement sorti, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs grades. Donc, il y a des grades où, effectivement, l'organe est vraiment très, très sortant. Mais ça, bien souvent, c'est parce que les femmes ont attendu. C'est pour ça qu'il faut en parler avant. Mais si ce n'est pas complètement sortant et qu'il y a une pression qui se fait, en tout cas qu'elle est un peu visible quand elle tousse ou quand elle fait une hyperpression non contrôlée, ça peut se stabiliser comme ça et on peut traiter pour éviter en tout cas tous les symptômes de désagrément. Donc les symptômes de désagrément, souvent c'est une lourdeur, parfois une douleur au niveau périnéal et parfois des fuites aussi. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun risque. Et il n'y a aucun risque pour avoir des relations sexuelles aussi, parce que ça aussi, c'est vrai, on n'en a jamais parlé. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'osaient pas en parler à leur mari, mais en même temps, elles ne voulaient plus faire l'amour parce qu'elles se disaient que c'était peut-être dangereux et que lui allait le sentir, etc. Il n'y a aucun danger.
Okay, on ne va jamais perforer une vessie avec un pénis. Ça n'arrivera pas. Non, messieurs, ce n'est pas... Non. Ce n'est pas une tronçonneuse. J'allais dire un couteau. Un quoi? Un couteau. Un couteau. Toi, direct avec on la est direct dans le mécanisme, tu vois, c'est dans la... Il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Voilà. Et du coup, ça c'est aussi un sujet qui est vraiment fort, mais et qu'on en parle souvent. Enfin, on sait pas tout le temps que ça s'appelle comme ça. J'ai dû le rappeler plusieurs fois récemment à quelqu'un, et à chaque fois c'est un mot qui revient facilement, mais il faut aller chercher. Le diastasis, et est-ce que c'est irréversible? Alors, un diastasis, donc la diastase des grands droits, ça veut dire un écartement au niveau des muscles des grands droits. Donc, pour vite faire un rappel, les grands droits, c'est quoi? C'est les muscles les plus superficiels au niveau abdominal. Okay, c'est la tablette de chocolat qu'on voit et que tout le monde veut avoir à balle. C'est pas les plus importants, mais en tout cas, au niveau esthétique, voilà, ils ont leur importance pour beaucoup de personnes. Donc, ils ont comme mouvement essentiel, c'est la flexion du tronc. Okay, donc, eux, quand ils se mettent en contraction, ils permettent à ta tête d'aller vers tes genoux, comme pour faire un sit-up ou un GHD, etc. C'est deux muscles qui sont séparés, enfin, en tout cas, qui sont reliés par une paroi aponévrosique. Oui, je pense. Je pense que ça doit être ça, aponévrose. De mémoire, ça doit être ça. Mais... Voilà, oui, c'est ça qu'on appelle la ligne blanche. D'accord ? Donc ça, c'est une partie qui n'est pas du tout musculaire, qu'on ne peut pas renforcer. Et donc, avec les grossesses ou avec une prise de poids très, très importante, chez certains hommes, ça arrive également, tu peux avoir un écartement des grands droits et donc comme un genre de trou entre les grands droits. Alors, c'est d'autant plus visible chez les gens très musclés, parce que du coup, on voit... Comme ils sont musclés, on voit vraiment cet espace entre les grands droits. Chez qui ça arrive de façon naturelle, donc là c'est normal, et donc je reviens un peu à ta question, c'est chez les femmes enceintes. Parce que évidemment, l'utérus, il prend de la place, le bébé aussi, il y a du liquide amniotique, c'est incompressible, c'est un gros ballon bien dur, et donc les grands droits, ils vont s'allonger et également s'écarter. Okay, donc avec cet écartement, on peut voir apparaître un diastasis et qui se remet après l'accouchement, donc qui disparaît au bout de 6 à 8 semaines naturellement. Okay. Pour stimuler cette reprise de place normale, il va falloir très rapidement après la grossesse, il ne faut pas attendre 6 semaines, ça aussi c'est une vieille connerie, de dire qu'il faut attendre 6 semaines pour aller voir la kiné, pour commencer la rééducation périnéale et seulement après commencer la rééducation abdominale. Ça, c'était encore un vieux truc à la con. Je m'excuse d'être vulgaire, mais vraiment. En fait, il faut commencer très tôt, très rapidement, à restimuler tous ces muscles qui ont été distendus, que ce soit le plancher pelvien ou le transverse ou les grands droits, en faisant des exercices qu'on peut appeler normopressifs, donc des exercices de gainage, de planche, par exemple. Il en existe tout plein. Et ça permet à ce diastase de disparaître et de retrouver un abdomen avec une esthétique normale. Si ça, tu sais, par rapport à 6 semaines, pourquoi j'en ai parlé récemment, il me semble, après peut-être qu'elle se reconnaîtra, et j'espère que tu auras entendu ce que Valérie a dit, c'est que j'ai rencontré une dame récemment qui a accouché il y a déjà un certain temps et qui ne l'a pas fait. D'accord. Donc, il y a ce fameux diastasis. Et donc, je vais immédiatement demander d'aller voir un professionnel de la santé. Je ne sais plus qui qui j'en ai parlé. J'ai parlé de toi, mais je pense que c'est plutôt déjà son médecin pour qu'on puisse résorber cette situation. Très bon réflexe, toujours renvoyer vers des personnes qui sont spécialisées, c'est vraiment important. Et alors, attention, il existe des diastasis. Effectivement, moi, j'ai une copine qui a eu des jumeaux. Et elle a eu un diastasis très, très important. Et malgré qu'elle est triathlète, qu'elle a fait énormément de sport, pas de chance. Il y a aussi un côté génétique. Tu sais, au niveau du collagène, etc. Enfin, voilà, qui fait que tu as des personnes qui ont des ligaments, enfin, tout ce qui est tissulaire, aponévrosique, beaucoup plus distendu, qui récupère moins bien. Il y a aussi l'âge qui fait. Alors, il y a plein de choses qui peuvent interférer là-dedans. Mais bref, tu as des personnes où ça ne se remet pas et qui se font opérer
pour justement retrouver une esthétique. Mais c'est pareil, c'est pas dangereux par contre. Hein. Ouais. Donc même si tu as un diastasie, c'est pas dangereux. Mais c'est vrai que pour l'esthétique, voilà, si jamais ça ne se remet pas, dans certains cas, il y a une opération qui est possible. D'accord. Moi, j'ai eu 3 grossesses et j'en ai un tout petit. Donc je sais passer 2 doigts en dessous de mon nombril. Il y a un petit espace entre les abdos. Mais ça ne me gêne pas du tout. Je n'ai pas l'impression que ce soit spécialement visible. Enfin, en tout cas, je m'en fous. Ça me pose pas de problème. Oui. On va revenir à des sujets un peu plus sportifs parce qu'effectivement, tu traites beaucoup de sportifs aussi dans ta pratique. On va parler un peu de réhab parce que on l'embrasse aussi. Tu travailles aussi et tu as travaillé aussi avec suivi beaucoup des formations de May, Oui. De May Rehab You, qui est une excellente formation. Même mon associé Nagui l'a suivi. Je tiens aussi à faire l'aparté, c'est que ici on parle devant un micro, mais derrière il y a énormément de personnes derrière Rengo, que ce soit les coachs, que ce soit Tristan qui est derrière les caméras pour faire que tout soit possible. Évidemment mon cher associé qui a eu 32 ans récemment. Il a 32 ans, papy. il n'assumera pas. Il va me détester de l'avoir dit au micro, mais voilà. Donc quand Valérie dit tu, évidemment c'est un tu généraliste, c'est toute l'équipe qu'il y a derrière. Donc pour revenir un peu au sujet sportif, toi tu traites des sportifs, on va parler un peu plus de CrossFit. Est-ce que ce sont les mouvements de CrossFit qui créent des blessures ou est-ce que c'est autre chose? Ok. Alors oui, moi au cabinet, je traite des sportifs de différents sports, ok, et aussi des personnes qui ne sont pas sportives. Alors, bien sûr, il y a des gens qui font du CrossFit et qui viennent me voir parce qu'ils ont une blessure, mais clairement, le CrossFit, c'est un peu comme les fuites urinaires. Enfin, le CrossFit ne va pas produire, ne va pas créer réellement des blessures. En fait, c'est plutôt un problème, et ça c'est vraiment important, et ça c'est pour tout, c'est un problème d'adaptation, c'est un problème de quantification du stress mécanique en fait. Donc chaque personne est différente, et quand tu arrives et que tu veux faire une activité sportive, et là on parle de CrossFit, il y a bien sûr des formes de stimulus qui va arriver sur tes muscles, sur tes tendons, et bien sûr ton corps va s'adapter. C'est naturel et c'est normal. Donc, tu peux avoir des petites courbatures, ça fait partie de l'adaptation. Parfois, ça arrive que tu ailles un peu plus loin que ton corps pouvait te le permettre sur l'instant au niveau de l'adaptation, bien qu'il faut quand même toujours une contrainte et un stimulus pour provoquer l'adaptation. Sinon, il n'y a pas de transformation musculaire et de transformation tendineuse également. Donc, il faut provoquer le stimulus, il faut provoquer la contrainte, mais il faut pouvoir la quantifier. Ça veut dire qu'il faut pouvoir écouter aussi son corps. Et c'est le rôle des coachs. Ça, c'est quand même important, je pense, au CrossFit, ils en parlent beaucoup, c'est ce système d'adaptation, donc, où on va adapter des exercices, mais aussi adapter l'intensité, aussi adapter les charges, etc. Parce qu'il y a une vraie progression, pas seulement au niveau de l'apprentissage des mouvements, mais simplement au niveau de l'adaptation de son propre corps. Donc ton corps va se modifier, ton corps va changer et va s'adapter à la contrainte que tu vas lui demander. Si tu t'entraînes avec 2 kilos toute ta vie, il n'y aura pas d'adaptation. Ton corps, il ne va pas s'adapter. Par contre, si au bout de quelques semaines, tu prends 2 kilos de plus, etc., ton muscle va fournir plus d'efforts, va se dire « Ok, mais il me faut plus de fibres, il faut que je gonfle un petit peu, les tendons vont se renforcer. » Et il arrive parfois que dans cette période-là, oui, tu déclenches une inflammation du tendon, par exemple au niveau de l'épaule, parce que tu étais peut-être un peu fatigué ce jour-là, peut-être qu'aussi tu n'étais pas bien hydraté, peut-être que tu as senti quelque chose mais que tu t'es dit ça va passer, peut-être que tu n'as pas senti la chose arriver, peu importe, mais oui, ça arrive. Mais moi, je dis 1000 fois, mais vaut mieux faire du sport et peut-être avoir une blessure musculo-squelettique de temps en temps que de ne rien faire. Il y a tellement de problèmes beaucoup plus graves à ne pas faire du sport et que tu n'auras pas si tu fais du sport. Donc, tous les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de poids, etc. On est au-delà de l'esthétique, là, vraiment. On parle de vie ou de mort, en fait, réellement. Donc, je pense que le CrossFit, pour moi, c'est
le meilleur sport, alors je sais que j'ai même des kinés qui sont à l'ancienne et qui ne sont pas d'accord avec ça, mais pour moi, c'est la meilleure activité physique pour justement les gens comme toi et moi qui vivons en Europe. Et voilà, moi j'ai vécu, quand je vivais en Afrique, ils n'avaient pas besoin de faire du crossfit. Ils n'avaient pas besoin de faire du crossfit parce qu'ils avaient des mouvements fonctionnels tout le temps, ils portaient leurs enfants, ils portaient de l'eau, ils marchaient énormément. Voilà, c'est plus notre vie à l'heure actuelle. Donc, si on veut rester en forme et en bonne santé, il faut continuer à provoquer de l'adaptation et mettre des contraintes sur nos os, sur nos articulations, sur nos muscles, pour justement bien vivre et bien mourir aussi. Ben justement, parlons-en un peu des collègues. Je vais donner un exemple. Je vais me permettre de caricaturer parce que c'était un peu plus long que ça l'histoire, mais on a une adhérente à la salle qui fait du crossfit depuis plusieurs années maintenant et qui a été voir une cardiologue à Valenciennes. On ne la nommera pas, mais j'espère qu'un jour elle entendra ce podcast parce que c'est un appel. La cardiologue en question, l'adhérente va la voir. Donc l'adhérente en question a énormément de mal à perdre un peu de poids. On va appeler ça poids, mais voilà. Et pourtant, c'est pas qu'elle ne fait pas d'efforts, c'est que vraiment il y a un cas spécifique à faire. Et à un moment donné, elle avait un test cardiaque à vouloir faire parce qu'elle avait un petit peu, de temps en temps, un problème de souffle, je pense. Et elle va voir la cardiologue. La cardiologue en question, donc, on parle quand même d'une spécialiste qui a fait une cardiologie, il me semble que c'est 12 ans à vérifier, qui voit l'adhérente arriver, et même pas après à peine un bonjour, c'est pour une remise en forme. Et l'adhérente en question dit non, pas du tout, je fais déjà du crossfit 5 fois par semaine. Et là, elle coupe l'adhérente et dit 5 fois par semaine, mais c'est trop. Ah oui. Et donc, on voit bien que dans cet exercice-là, en l'espace de 2 phrases, la spécialiste, c'est complètement contredit, déjà dans un manque de respect évident, mais aussi parce que ça montre que même des professionnels de la santé, et je suis désolé de dire, qui ont énormément de pouvoir par rapport aux gens, parce qu'on est quand même dans un pays de statut, et donc si un médecin, un juge, un avocat a certainement beaucoup plus de poids dans ses paroles parfois qu'une simple personne qui est employée. Tout à fait. Et donc on est dans des rapports de statut, il faut le vivre avec, mais on peut quand même mettre en exergue parfois certains problèmes qui peuvent y arriver. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait certains de tes collègues qui pensaient que le crossfit pouvait être dangereux, qui disaient, et c'est souvent des kinés et des ostéopathes, qui disaient que le crossfit est dangereux. Qu'est-ce que tu auras à leur répondre aujourd'hui par rapport à ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire aussi qui fondamentalement, parfois dans certaines salles de crossfit, peut manquer? Alors ça, c'est aussi un sujet qui est assez difficile entre professionnels de santé. Maintenant, c'est un peu plus simple d'en parler, mais surtout au début, c'était effectivement compliqué. Tout à fait. Il y a beaucoup de professionnels de santé, de façon générale, qui pensent que le crossfit est dangereux parce qu'on soulève des poids, parce qu'on va en intensité élevée, parce qu'on va au niveau de l'amplitude articulaire dans des amplitudes dans lesquelles au quotidien, on ne va pas. Okay. Cependant, pour moi, faire du tennis ou du golf et taper la balle toujours dans le même sens, je ne pense pas que ce soit forcément meilleur que le crossfit. Mais, moins dangereux. Voilà, exactement. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de professionnels de santé, je pense, qui ne se renouvellent pas non plus et qui ne s'intéressent pas. Moi, au démarrage, je pensais aussi, on m'avait dit en tout cas que c'était dangereux. Moi, quand j'étais kiné, on m'a dit ouais, le crossfit, c'est dangereux, tout ça. Je me suis dit, je vais aller voir. Mais j'ai ce côté, comme je te disais un peu, qu'on m'a appris à l'université de pas donner de jugement, de tester les choses et d'aller voir. Moi, ce que je pourrais dire à ces gens-là, justement, c'est ce que moi j'ai fait, c'est leur dire simplement, écoute, va tester une séance. Moi, j'ai amené pas mal de mes collègues venir faire des séances de crossfit dans des salles. Et bizarrement, aujourd'hui, mes assistants, plus de la moitié sont des crossfitters. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se fait même au niveau du cabinet, parce que du coup, on travaille, on fait de la kiné, mais avec du mouvement, de la kiné moderne. Et je crois réellement que ceux qui parlent comme ça et qui ne connaissent pas, c'est aussi des kinés qui sont restés assez enfermés dans leur technique ancienne et qui ne se sont pas renouvelés. Il faut rester ouvert et comme tu disais, personne n'a la science infuse, mais tant que tu n'as pas testé, fais-toi au moins un avis. Alors, bien sûr, comme j'ai dit,
au démarrage du CrossFit, c'est comme dans tout, tout n'était pas aussi bien, et je pense que ça va de toute façon encore évoluer, mais il n'y avait pas autant d'adaptation d'une salle à l'autre, bien sûr, peut-être c'était peut-être différent pour un adhérent, mais je pense qu'aujourd'hui, les coachs sont bien formés, et que l'idée, en fait, c'est que quand l'adhérent arrive, que ce soit adapté à sa personne, à son vécu, et qu'il puisse se voir évoluer et progresser en fonction de ses objectifs personnels. Pour moi, vraiment, je pense que le collègue doit tester par lui-même plutôt que de critiquer sans savoir. Tout à fait. Et tu n'as pas amené à faire du CrossFit que des personnes de tes assistants, tu as aussi amené un être humain et surtout une être humain magnifique qu'on embrasse et qui, je sais, va écouter le podcast parce qu'elle a écouté le premier qu'on a tourné, Déborah, qui est une personne qui a une histoire folle, qui a un vécu fou, qui est en chaise roulante et qui, je me permets de te paraphraser, j'espère que c'est pas, j'en ai pas un souvenir faux, mais il me semble que quand tu l'as pris en charge, elle était prise en charge par une autre personne et elle n'avait pas encore découvert sa capacité à pouvoir aller au-delà de ce qu'elle pouvait faire à ce moment-là. Ouais. Et aujourd'hui, accompagnant Déborah depuis maintenant une bonne paire de mois, Déborah est devenue, a développé une force extraordinaire, Tout à fait. musculairement, dans son renforcement musculaire. Elle porte parfois plus lourd que des personnes qui ont on va dire tous leurs membres actifs, je ne sais pas comment dire autrement. Elle est inspirante, elle n'a jamais un mot de travers, elle est toujours pour l'accompagnement des autres dans la transformation. Et ce n'est absolument pas parce qu'elle est en chaise roulante qu'elle termine dernier, bien au contraire. Et donc on voit bien, et c'est cette fameuse phrase que j'ai dit dans le podcast avec Guillaume, c'est que le CrossFit, on dit souvent que le CrossFit blesse, alors que c'est un des seuls sports que je connaisse qui puisse faire bouger les gens qui sont blessés. Tout à fait. Donc, par exemple, moi, j'ai joué au foot pendant longtemps. Ça m'est déjà arrivé de faire une déchirure à l'aine ou d'être un peu blessé. Je veux dire, ma jambe ne fonctionne pas, je ne peux pas jouer au foot. Donc, je suis obligé de rester chez moi et de regarder ou de faire des adaptations, mais qui n'étaient pas présentes. Ouais. Et on ne se posait même pas la question. Ouais. Alors qu'on peut avoir des femmes enceintes, des personnes en chaise roulante, des personnes avec des cancers, tout comme des personnes qui vont très bien. Et on a à chaque fois l'adaptation. Et je tiens à signaler qu'aussi l'adaptation n'est pas une régression. Oui. Parce que souvent, je vais prendre l'exemple, et là je vais la citer Karine, qui me dit oui, mais j'ai pas envie de m'embêter, j'aime bien me surpasser, me dépasser. Et en fait là, l'exemple de Déborah est tout à fait pertinent. Déborah, elle peut pas se surpasser parce qu'elle est en chaise roulante. Bien au contraire. Vous pouvez lui demander. Elle transpire bien comme les autres. Oui. Elle se dépasse bien tous les autres. Et je pense que on en fera une vidéo. On n'en parle pas assez, mais Déborah, quand elle vient à la salle, elle vient en voiture, évidemment. Et ne serait-ce que sortir de la voiture a déjà commencé est déjà un WOD en tant que tel. Et déjà un entraînement en tant que tel. Et donc, je pense que le dépassement, pour elle, il est déjà mental. Et au début, il a été mental de passer cet aspect de je ne veux pas être jugé ou je ne veux pas être regardé. Maintenant, les gens la regardent, mais comme une personne à part entière. Et évidemment, il y a aussi ce point de vue de tu peux te dépasser en étant blessé sans problème et en prenant soin de tes... on parlait du cardiovasculaire, mais du musculaire, de la santé générale. Donc, je tenais quand même à le signaler et je pense qu'elle aura un petit peu les larmes aux yeux, la connaissant. Elle sera, oui, bien sûr, elle sera contente. Mais je crois que c'était une rencontre, comme des fois ça arrive rarement, mais parfois avec certains patients, il y a quelque chose qui se passe, une histoire de vie qui m'a touchée et je l'ai sentie très motivée. Moi, je dis souvent, c'est pas que je trie mes patients, mais ça se fait tout seul. Moi, les gens qui sont pas motivés, je les prends pas, ou en tout cas, ils s'en vont. On attire ce qu'on est. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je vais mettre beaucoup d'énergie, mais il faut que le patient soit motivé. Donc, et je vais toujours vers le mouvement. Et c'est sûr que le CrossFit, comme je te disais, ça ressemble, c'est aussi de la rééducation, de la réhabilitation, de la prévention blessure. Tu peux avoir chez toi, chez Nagui, à la boxe, des gens qui font d'autres activités sportives. Et en fait, le fait de faire du CrossFit, ils font de la prévention blessure. Si tu fais du golf et que tu fais tout le temps un mouvement de rotation dans le même sens, le fait de pouvoir faire du CrossFit et d'avoir des mouvements de rotation dans tous les sens, ça va équilibrer son corps.
Donc oui, c'est important. Et pour revenir à Déborah, c'est quelqu'un qui est très motivée. Et puis en plus, moi, je trouve ça bien parce qu'elle montre l'exemple aussi pour d'autres personnes qui sont peut-être en fauteuil, amputées, de dire que en fait, le CrossFit, c'est tout à fait faisable. Et elle se challenge, comme tu disais, elle va à fond. Elle a vraiment un esprit de combattante. Et je pense que oui, ça peut vraiment donner des idées aux autres et de se dire, ah bah tiens, si elle y arrive, pourquoi pas moi ? Et voilà, moi je suis très contente de l'avoir rencontrée. Je suis très contente qu'elle fasse du CrossFit chez nous. Et on est très contente qu'elle fasse partie de la communauté parce qu'elle a clairement, là ce que tu viens de poser, après peut-être que tu ne l'as pas vu, mais je pense que tu l'as vu, elle a clairement inspiré une deuxième personne qui est en chaise roulante chez nous, Romain. Non, je n'ai pas vu. On l'embrasse lui aussi parce que, disons que lui, c'est une histoire c'est très récent. C'était quelqu'un qui avait un niveau de tennis, je pense top 5 ou top 7 français en jeune au tennis. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, c'est son histoire. Et puis maintenant, il est classé, il me semble, 90e mondial en tennis en chaise roulante. Et donc, il vient faire chez nous de la prépa physique parce qu'évidemment, tennistiquement parlant, il a déjà un très bon niveau, mais quand tu es en chaise roulante, c'est plutôt d'un point de vue de pouvoir se déplacer rapidement. Donc, c'est très physique et il est quand même assez élancé. Et donc, nous, on l'accompagne par rapport à ça. Et clairement, Déborah, et il n'y avait même pas pensé. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur la page, il a vu la publication épinglée de Déborah et il s'est dit ok, bah, vas-y, let's go, je me lance. Donc, elle l'a inspiré et on lui a fait un gros bisou pour ça aussi. Dernière question par rapport à ça, puis on arrivera à la fin. Même si c'est adapté, il peut arriver qu'il y a quand même certaines zones qui sont propices à être un peu bien sûr. des blessures. Tu peux nous parler de ces zones-là et un petit peu ce qu'on peut faire pour pouvoir soit s'en prévenir, soit faire des exercices pour ça. Je pense que de toute façon, la clé de ça, ce sera renforcement musculaire, mais voilà, les zones les plus fréquentes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans les blessures c'est principalement ce que moi j'ai au cabinet. C'est principalement des sportifs qui font du CrossFit et qui ont des tendinopathies. D'accord, donc ça c'est vraiment le plus gros problème chez les crossfitters. Tendinopathie de quelle partie ? Bien souvent l'épaule. En même temps, c'est logique, comme on disait, on est relativement sédentaire au quotidien. Et donc, si tu es assis devant un ordinateur toute ta journée et qu'après tu dois faire des exercices avec le bras au-dessus de ta tête, c'est une amplitude dont tu n'as pas l'habitude. Et donc, c'est bien sûr à cet endroit-là que tu risques de surmener un petit peu tes muscles et tes tendons et du coup, oui, déclencher une tendinopathie. Comme je dis souvent, c'est pas dramatique si c'est traité et bien suivi. Et en plus, c'est aussi un signe d'adaptation du corps, d'accord ? Donc, il ne faut pas non plus en faire toujours un drame. Après, si ça arrive de façon régulière, effectivement, là, il faut chercher un peu plus. Mais sinon, c'est pas dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour des tendinopathies ? Bien souvent, c'est la coiffe des rotateurs ou le long biceps. Ou alors, pour le grip, bien sûr, aussi pareil au niveau du coude. Alors, tu parlais de renforcement musculaire. Oui. Mais moi, je te dirais surtout travailler aussi la mobilité. Alors, ça, c'est aussi un autre sujet. Pareil, on pourrait faire un podcast là-dessus. Mais la mobilité, ce n'est pas seulement la souplesse, donc ce n'est pas seulement l'amplitude passive. Tout à fait. Mais c'est surtout le contrôle moteur, donc le contrôle du mouvement dans une amplitude extrême, donc dans un fin de mouvement. Ce n'est pas le tout d'être très mobile et de pouvoir aller se gratter l'arrière de la tête. Je veux dire, il faut que tu puisses générer de la force dans cette amplitude-là. Et de la stabilité. Et ça, c'est un vrai travail. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a mis de côté quand le CrossFit a commencé. On en parle de plus en plus. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans la rééducation, c'est ce qu'on travaille essentiellement en dehors des tendinopathies, c'est du préventif. D'accord ? Donc, je te dirais oui, du renforcement musculaire, mais du travail de contrôle musculaire, du travail de souplesse. Et donc, tout ça, c'est la définition de la mobilité comme tout le monde discute. Tout à fait. Et c'est pour ça que souvent les gens,
Et ce sera une vidéo certainement, ce que tu viens d'expliquer, sur la différence entre la souplesse et la mobilité. Voilà. La souplesse et la mobilité ne sont pas forcément des choses... La souplesse fait partie de la mobilité, mais ce n'est pas suffisant. C'est ça. Donc, si tu veux être mobile, il faut pouvoir contrôler ton mouvement. Il faut également avoir de la force dans toute l'amplitude du mouvement. Exactement. Très bien par rapport à tout ça. Et je pense que pour conclure par rapport à ça, c'est que c'est pour ça qu'on a pris très vite conscience avec Nagui que faire du WOD, c'est très bien. Faire de l'intensité dans des charges, etc., c'est très bien. Mais en même temps, de pouvoir se complémenter avec des renforcements musculaires divers et variés qui vont ne faire que s'étayer au fur et à mesure. Là, on a déjà pas mal d'heures, et il y a pas mal d'heures qui vont arriver. De pouvoir étayer. Et comme quoi aussi, la mobilité se chope dans le mouvement. Tout simplement, et ça peut parfois être un peu contre-intuitif, mais effectivement faire du go-wad et du passif, c'est très très bien. Vaut mieux ça que rien du tout d'ailleurs. Bien sûr. Mais faire aussi attraper de la mobilité dans le mouvement, c'est aussi la clé. Bien sûr, et puis c'est très personnel aussi. J'aime bien que tu parles de Nagui du coup, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun, lui et moi, c'est cet amour pour la mobilité, la prévention. C'est quelqu'un qui est comme coach en tout cas, je trouve qu'il est vraiment très intéressé de tout ce côté très magnifique en fait du corps humain et de ce dont le corps est capable. Et la mobilité, c'est vraiment un truc qu'il adore. Et l'idée de faire des cours spécifiques gym, des cours spécifiques renfort et des warm-up dans lesquels il y a beaucoup d'exercices justement où on va chercher un peu plus loin dans la mobilité et tout. Je trouve ça vraiment très important et c'est très préventif blessure. Tout à fait. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. On se connaît, on peut parler pendant 20 heures. Malheureusement, les caméras ne vont pas survivre. On va continuer. Comme quoi la technologie ne dépassera jamais l'humain. Mais c'est le mec qui part totalement dans un débat qui n'a rien à voir. L'IA et tout ça. On peut continuer à parler, mais la caméra sera elle va plus de batterie. Imaginons que tu as face à toi quelqu'un qui veut faire du sport, qui veut se remettre au sport ou qui n'en a jamais fait. Est-ce que tu aurais 3 conseils à pouvoir lui donner? Si tu n'en as qu'un, c'est pas grave. 2, c'est pas grave. Guillaume n'en a donné que 2, mais 3 conseils. Oh là là Guillaume n'en a donné que 2. Ben oui, scandaleux, on n'a pas assez délivré. Il n'y a plus de batterie. Comme quoi, les médecins sont aussi limités. La première chose, je dirais progression. Voilà, progression. Adaptation, progression, comme tu disais, adaptation sans que ce soit négatif, bien sûr. Mais en tout cas, progression. Donc, pas vouloir aller trop vite, c'est bien souvent le problème. C'est les adhérents eux-mêmes qui provoquent leurs blessures un peu. Ils veulent aller trop vite et ça, c'est quand même important. C'est pas comme ça qu'ils vont progresser, justement. Parce que quand tu es blessé, du coup, tu as un petit moment où c'est un peu plus compliqué. Donc, si tu veux éviter de te blesser, la première chose, vraiment, c'est, je te dirais, vas-y, mais de façon progressive. Deuxièmement, écoute les coachs et communique avec eux. Donc, si tu as un souci, si tu as un problème, quoi que ce soit, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir trouver les bonnes personnes. Et puis, les coachs sont là. Si jamais eux ne peuvent pas répondre, ils vont pouvoir te renvoyer vers des personnes professionnelles. Parce que le sport, le crossfit, ce n'est pas que le crossfit, c'est aussi la nutrition, c'est aussi tout ce dont tu connais et dont on peut parler. Et puis, surtout, moi, je dirais, c'est prends du plaisir. Prends du plaisir, c'est le plus important. Je pense que c'est comme ça que tu perdures le plus longtemps dans le sport, c'est quand tu t'amuses en fait. Si tu vas trop en mode compétitif ou pour un objectif que de maigrir, ou non, peut-être au démarrage, mais essaye d'y trouver du plaisir et amuse-toi avec les autres, communique avec les autres, ne te compare pas aux autres, essaye de faire les choses pour toi dans une vie. Regarde-moi, j'ai eu 3 enfants. Enfin voilà, tu changes de travail, continue le sport, ne t'arrête pas, mais du coup, fais toujours ça avec plaisir. Très important. Par rapport à ton domaine, que ce soit périnéal, réhabilitation, etc., est-ce que tu aurais des podcasts, des lectures, de la documentation que tu trouves pertinente par rapport à tout ça, à nous conseiller à nos chers auditeurs ou visionnaires? Oui, mais tellement. En vrai, qu'est-ce que je pourrais te dire? Alors moi, au niveau podcast, je trouve ça vraiment très, très chouette. C'est fait par 2 nanas qui sont dans le médical. C'est Femmes et Sport.
C'est vraiment très bien. C'est 2 nanas qui s'intéressent beaucoup et qui font venir des intervenants, voilà, des doctorants, des spécialistes et aussi des sportifs de haut niveau qui racontent un peu leur histoire au niveau médical et au niveau femmes. Vraiment, c'est vraiment chouette, très intéressant. Ensuite, je te dirais la clinique du coureur comme formation avec Marion Rabalan. Elle est à fond dans la course à pied et les femmes. Et elle a des super conseils. Elle est doctorante aussi. Elle fait des recherches. Elle est vraiment intéressante. Je te dirais également, après, par rapport plus au crossfit et prévention blessure et tout, mais celui-là, tu dois le connaître. Enfin, pour moi, c'est la Bible vraiment du crossfit. C'est Kelly Starrett. Comment devenir souple comme un léopard. Voilà, il est incroyable, lui. Et là, tu peux le relire et le relire. Enfin, je me dis, il a écrit ça en 2013, je pense, mais c'est incroyable. Une que j'adore également, c'est Pauline Prévost, qui, elle, est de ma génération, qui vit en Suisse et qui a été formée et qui l'a suivie de très près, Kelly Starrett, et qui, elle, fait des formations, des séminaires très, très intéressants autour de tout ce qui est mobilité, réhab, crossfit, blessure, vraiment très intéressante. En plus, c'est en français, donc c'est chouette aussi pour ceux qui veulent des choses pas en anglais. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore C'est déjà bien. C'est pas mal, t'es content? C'est pas mal. Et, okay. Et pour terminer... May Abiou, bien sûr, mais tu t'en avais parlé. May, ouais. Et on l'embrasse aussi. Et Kelly aussi, mais je suis pas sûr que tu veux ce qu'on entend. Pauline, si elle va regarder. Pauline, ouais. On la connaît par l'intermittence d'Instagram. Que pourrais-tu dire aux gens qui ne pratiquent pas le crossfit et qui aimeraient essayer, qui nous écoutent? Qu'est-ce que je pourrais dire à ceux... En fait, ça m'arrive tout le temps parce que au cabinet, les gens qui viennent, souvent, qui ne font pas de sport, ils ont plein de pathologies qui sont liées au fait qu'ils ne font pas de sport. Et pour moi, comme je t'ai dit, le crossfit, c'est l'idéal. Donc, je leur dis que ça va les aider aussi bien socialement, psychologiquement et puis surtout physiquement, et qu'il faut y aller, que ça peut changer une vie vraiment de se mettre au sport alors qu'on n'en fait pas. Ça rend les journées beaucoup plus belles, je trouve. Tu te sens tellement bien après avoir fait un WOD. Et puis pouvoir communiquer avec les autres, voilà, j'adore. Très bien. Écoute, merci de ta venue. Merci à toi. Valérie, elle a pris tout son temps un dimanche avec sa famille, donc merci à elle d'être venue. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner. Donc on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Rengo Podcast, RENGO, sur les réseaux sociaux, CrossFit Rengo Valenciennes, sur Instagram, TikTok, tous les réseaux possibles. N'hésitez pas à suivre aussi Valérie. Alors, j'ai mis longtemps à savoir, mais en fait, c'est Valdushkiné, pas Valdushkin. Je pensais que c'était un délire tout le monde m'appelle Valdushkin. kafkaïen ou russe. Donc, Valkyrie, c'est comme Valérie du Château, donc VALDUCH, et puis kiné, tout collé. N'hésitez pas à la suivre. Elle fait des séminaires. Elle va bientôt lancer une programmation. Je ne vais pas trop spoiler, mais voilà. C'est vrai, donc, n'hésitez pas à la suivre et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci.